Euh, voilà, merci à vous tous de vous joindre à ce webinaire. Vous êtes très nombreux, donc ça témoigne bien de l'intérêt de ce format, de ce thème un petit peu original qu'on a choisi de faire. Il s'agit aujourd'hui de se concentrer sur la forme, en fait, de comment on fait pour participer à des GT de normalisation, de standardisation, et comment ça s'organise, qu'est-ce que c'est la gouvernance autour de ces normes. Alors, je commence tout de suite. Donc, pour vous expliquer ce qu'on va faire, on a 1 heure et demie ensemble. Moi, je vais vous donner quelques petites définitions au départ, et puis rappeler un peu l'intérêt de la standardisation. C'est toujours bon de le rappeler, ça peut sembler un peu abstrait parfois. Ensuite, on va entendre l'expert principal, je dirais, du fonctionnement institutionnel de ces processus de normalisation, ainsi que un mot de Georges de la DGITM pour rappeler aussi les éléments essentiels à ce sujet. On aura une partie questions-réponses. Alors, concernant les questions, vous pouvez toujours envoyer les questions à tout moment dans le chat. Vous verrez, nous, on répondra à vos questions. Soit les gens répondent directement dans le chat, soit on les prendra à un moment. En partie 2, on aura une table ronde avec trois participants réels, euh, voilà, de chair et d'os au GT de standardisation pour nous partager comment ça se passe en pratique. Alors, je commence tout de suite d'abord bon, pour enfin, vous remettre un peu au courant pour ceux qui ne connaissent pas qui je suis moi, d'où on parle. Donc, la Fabrique des mobilités, c'est une association, loi 1901. On est reconnu d'intérêt général au titre de deux activités, la mobilité durable d'abord, et ensuite le fait que nous faisons de l'innovation ouverte, c'est-à-dire que la plupart des choses des projets que nous menons, des documents que nous publions sont publiés en accès libre. Nous faisons des expérimentations en faveur de la mobilité durable, de l'animation de communauté, de la sensibilisation. Là, c'est ce qu'on fait avec la DGITM autour de la standardisation depuis plusieurs années, et puis également des études. Alors, je le disais, on travaille avec la DGITM en convention de partenariat depuis quelques années maintenant sur la standardisation des données dans les transports multimodaux. Donc, on a beaucoup de webinaires que vous pouvez aller consulter sur notre playlist YouTube. C'est toujours enregistré, disponible en replay. Et puis, on a fait au fil des années pas mal d'études et de documentation, notamment un qui pourrait vous intéresser, c'est un benchmark en fait des méthodes de standardisation au niveau européen qu'on a fait il y a quelques années. Il y a des baromètres d'usage des standards qu'on fait régulièrement. Et puis là, plus récemment, à l'été, là, cet été, on a fait un état des lieux de la standardisation sur l'autopartage en France. Ici, je voulais juste vous rappeler, parce que ce webinaire, là, aujourd'hui, est en lien avec le prochain webinaire qu'on va faire, qui aura lieu le 29 septembre. Là, aujourd'hui, comme je le disais, c'est la forme qui nous intéresse. Comment sont produites les normes? Quels sont les processus de gouvernance? Qu'est-ce que ça veut dire participer à la standardisation? Vous pouvez poser toutes vos questions. Vous pouvez aussi poser des questions sur le contenu des normes, si vous le souhaitez. C'est pas aujourd'hui qu'on va y répondre. Ce sera au webinaire prochain. Mais on prendra garde de répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas vraiment à poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Le webinaire du 29 septembre, ça concernera plus exactement le contenu de cette normalisation. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu en ce moment? Quelles sont les actualités, les groupes de travail et quelles sont les perspectives que vous devez avoir en tête au sujet des standards, je dirais, officiels. Alors, un rappel bref de l'intérêt de la standardisation. D'abord, vous rappelez les trois bénéfices qu'il faut avoir en tête, qui sont en fait dans l'esprit de la loi, en tout cas l'esprit de ce qu'on appelle le règlement délégué, hein, MNTIS, qui est à l'origine de tout ça. Il y a un premier bénéfice qui est la facilitation de l'information voyageur. Donc, si vous avez des données qui sont mieux harmonisées, elles peuvent être mises à disposition plus facilement auprès des voyageurs pour accéder aux horaires, aux lieux, etc. Deuxième bénéfice, proposer de nouveaux services. Après, c'est un gros sujet autour de l'open data via ce qu'on appelle la réutilisation des données. Donc, ce sont des utilisateurs externes qui vont se saisir des jeux de données pour créer de nouveaux services avec de la valeur économique. Bon, il faut que ces réutilisateurs, évidemment, s'en saisissent, c'est le plus grand jeu, que ce soit suffisamment intéressant et facile à utiliser. Et puis enfin, la dynamique open data, donc au niveau de l'intérêt général, hein, on ouvre pour la transparence, voilà, pour l'innovation. C'est toute la dynamique hein, qui occupe l'Europe depuis une dizaine d'années maintenant.
Vous savez que la France, en tout cas c'était le cas l'année dernière, on est les premiers, les mieux placés à l'échelle européenne sur l'open data. C'est-à-dire qu'on est vraiment assez avancé cette dynamique-là et deuxième au niveau mondial, derrière la Corée. Voilà. Donc on est très bien placé, mais il ne faut pas le perdre de vue. Et puis, je voulais vous rappeler aussi quelques bénéfices qui vont peut-être paraître plus immédiats, plus métiers, plus proches du travail concret pour certains d'entre vous. C'est d'abord garantir la qualité et l'homogénéité des données, parce que les données, on sait que c'est quand même c'est une espèce de forêt, en fait, hein. On peut avoir tout un type de données différentes. Là, la standardisation, ça permet justement, normalement, hein, si c'est bien implémenté, d'avoir accès à des données mieux formalisées, quoi, mieux mises en forme. Donc ça c'est important. Après, on peut s'en saisir les utiliser sur tout un tas de domaines, comme vous le savez déjà. Ça permet aussi, côté collectivité, d'obtenir certaines données. Parce que ça permet voilà, de demander aux opérateurs d'avoir accès à certaines données de façon à s'en servir pour mieux observer la mobilité sur un territoire, par exemple. Côté opérateur, à l'inverse, ça permet d'homogénéiser les demandes dans les cahiers des charges. Donc ça, c'est assez concret, c'est quelque chose qu'on a vu qui a été remonté par les acteurs de l'autopartage notamment. En fait, si chaque collectivité demande un cahier des charges différent, ça peut être très coûteux pour les opérateurs de répondre à chaque fois aux demandes sur mesure. Donc ça permet d'homogénéiser cela. Et puis en temps, ça permet la connexion entre services, par exemple, entre un service donné, micromobilité notamment, et un compte mobilité. Enfin, je voulais vous donner une petite différence définitionnelle, et puis Georges, tu réagiras ensuite pour te rappeler pourquoi c'était si important aussi pour la DGTM de rappeler ça. D'abord, la différence entre un standard et une norme. Un standard, alors sachez que le terme anglais, c'est le même hein, pour les deux, standard. Nous, on fait la distinction. Donc, un standard, selon le terme français, c'est produit par un ensemble d'acteurs qui sont non institutionnels. Donc, en général, ça va être des opérateurs en fait de transport privés, hein, et puis peut-être des éditeurs de services numériques, par exemple, et puis des bureaux d'études. Soit ça se passe par échange libre. Par exemple, nous, c'est ce qu'on a fait. On a animé des GT autour des standards qu'on appelle nouvelle mobilité, donc qui sont pas si nouvelles, mais covoiturage, etc. Il y a quelques années. C'était à l'initiative du coup d'une association, hein. Soit ça peut être, une fois que le standard peut être très utilisé par une majorité d'acteurs, il peut y avoir une organisation dédiée à ça, qui permet en fait d'opérer la gouvernance. C'est ce qu'on a étudié dans le benchmark dont je vous parlais là il y a quelques années. Un exemple, hein, Mobility Data pour les standards GTFS, GBFS qu'on connaît bien. Il y en a d'autres, hein, Open Mobility Foundation pour des standards plus liés à la régulation de l'espace public. Euh, donc ça, c'est pour le côté standard. Les normes, c'est assez différent. Et Emmanuel nous rappellera bien cette différence-là aussi, le sens en fait de la normalisation. Ici, il s'agit d'un standard, mais qui est produit par des organismes institutionnels. Ça veut dire que la gouvernance se fait par pays et pas par acteur. Donc ici, c'est important parce qu'on voit bien qu'il y a une notion d'intérêt général qui va peut-être être un peu plus prévalente parce qu'il va s'agir vraiment de garantir, d'avoir toujours en tête l'intérêt in fine des voyageurs, des citoyens. Emmanuel reviendra sur le droit international, européen, français. Une chose aussi qui nous paraissait intéressante et importante, c'est la différence entre normes et réglementation. Il y a souvent des confusions. En fait, une norme, que ce soit un standard ou une norme, ça reste toujours volontaire. C'est-à-dire que personne n'est obligé d'utiliser une norme, sauf si elle est présente dans une loi. On va y revenir. Donc en fait, selon l'AFNOR, seulement 1% des normes sont d'application obligatoire. Tout le reste, c'est vous qui choisissez d'appliquer la norme ou pas. Donc, dans une réglementation, en revanche, c'est une logique qui est différente. En fait, ça n'a rien à voir avec la normalisation de la législation. Une loi existe, elle a un but, un objectif, et elle peut choisir ou pas d'imposer également le comment on fait pour parvenir à ses fins, à son objectif. Donc, elle peut choisir parfois soit d'imposer, soit de recommander une norme, un standard. Ça peut être une norme ou un standard. Donc, des exemples, la LOM impose, pour le coup, clairement, l'usage de NETEX. La loi, c'était il y a quelques années, ça a peut-être évolué depuis. La loi néerlandaise, en revanche, recommandait l'usage d'un autre standard, qui n'est pas une norme officielle, c'était TOMP API, donc c'est un standard de masse hein, qui régule l'info voyageur, la réservation, le paiement, etc.
Ils l'ont probablement recommandé parce que c'était un standard euh, taux de fait, mais qui était en fait à l'initiative néerlandaise. Donc, c'est probablement pour ça qu'ils ont voulu le favoriser. Euh, et les niveaux de prescription peuvent être aussi variables. C'est-à-dire que si la LOM impose assez clairement et explicitement dans le texte l'usage de Netex, d'où le fait que la directive aujourd'hui, les directions sont assez claires de la part de la DGTN, du PAN. Maintenant, on se dirige vraiment vers l'adoption de Netex. En revanche, la directive, enfin, le règlement délégué M6 recommande plutôt, si vous regardez dans l'écriture vraiment du texte, c'est pas une imposition très nette. Bon, c'est une recommandation très forte quand même. Ils disent que c'est vraiment mieux d'utiliser, mais voilà, c'est pas forcément complètement imposé. Donc vous voyez bien que c'est pas parce qu'il y a norme qu'il y a obligation. En revanche, certaines normes sont obligatoires et c'est là où vous devez bien sûr vous tenir au courant. Alors, j'ai déjà beaucoup parlé, donc je vais laisser tout de suite la place à Emmanuel. Il y a plein de choses intéressantes à nous raconter. Donc, je vais passer la main sur la présentation, Emmanuel, si ça te va. Comme ça, tu pourras présenter tes propres slides. Ah, merci Marguerite, bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, cette présentation vise à partager le fonctionnement des instances de normalisation européennes et internationales. Alors, le focus sera l'accent sera principalement mis sur le niveau européen, puisqu'on verra que c'est à ce niveau-là que s'opère tout le développement des normes de l'écosystème transmodèle, donc Siri, Netex et d'autres. Alors, quelques rappels en préambule. Donc, les instances de normalisation aujourd'hui, telles que reconnues au niveau international, sont celles qui sont présentées à l'écran. Donc, il y a trois instances internationales, la plus connue étant l'ISO, International Standardization Organization, qui représente 171 pays. L'IEC, plutôt sur les sujets électrotechniques, et également un peu moins connu, l'ITU, sur le domaine des télécoms. En Europe, on retrouve donc des miroirs de ces trois domaines, le CEN, le Comité européen de normalisation, qui compte 34 pays, le CNELEC, donc miroir de l'IEC sur les composantes électrotechniques, et l'ETSI, miroir de l'ITU sur le domaine des télécoms. L'ETSI, par exemple, pour information et pour lier ça un peu au domaine de la mobilité, va traiter tout ce qui est normes V2X, ou tout ce qui concerne, par exemple, les systèmes de priorité au feu. C'est à ce niveau-là que se fait le développement de ces normes. Donc, comme le rappelait Marguerite précédemment, les membres donc de ISO, IEC, CEN et CNELEC sont des pays via les organismes nationaux de standardisation, ce qu'on appelle les NSB, National Standardization Bodies. Donc, en France, c'est l'AFNOR. Et une petite subtilité, ITU et ETSI, eux, sont directement, en fait, les membres sont directement soit des entreprises, soit des organisations. Alors, sachant que côté ITU, il y a aussi des pays, mais disons que le mode de gouvernance est un petit peu différent pour ces deux-là. Mais pour ISO et CEN, ce sont directement les pays. Donc, si on regarde plus précisément côté européen, côté CEN, donc il y a 34 membres qui sont les NSB, donc des 27 États membres, plus le Royaume-Uni, la République de Macédoine du Nord, la Serbie, la Turquie et Islande, Norvège et Suisse, ce qui fait au total 34. Donc, le système de normalisation en Europe repose sur ces organismes nationaux de normalisation. Donc, chaque NSB est en fait une sorte de guichet unique pour toutes les parties prenantes nationales. Donc en fait, la représentation des acteurs nationaux se fait au travers de ce NSB, puisque les 34 membres directs du CEN sont les NSB, et donc en termes de gouvernance et de voix, de vote, ce qu'on verra un peu plus en détail par la suite, se fait au travers de chaque NSB, une voix pour chacun des 34 membres. Et il incombe ensuite aux membres nationaux de mettre en œuvre les normes européennes en tant que normes nationales.
Un point également important à noter en termes d'accessibilité de ces normes européennes, ce sont les NSB, donc les membres du CEN, qui distribuent les normes. Donc chacun des 34 membres du CEN, la FNOR pour ce qui concerne la France, est en charge de distribuer les normes. Si on regarde plus en détail maintenant l'organisation de CNSB, donc ISO et CEN sont organisés de la même manière en comités techniques, les TC, Technical Committee, et en groupe de travail, WG. Pour ce qui concerne les ITS, système de transport intelligent, donc au niveau ISO, c'est le comité technique 204 et son miroir côté européen, qui est le comité technique 278. Donc chaque comité technique a une numérotation. Et au sein de ces comités techniques, donc il y a des groupes de travail, en l'occurrence qui traitent de tout le domaine des transports publics, qui nous intéresse plus particulièrement. Donc le WG8 au sein du groupe ISO TC 204, qui est présidé par les États-Unis, et le WG3 au sein du CEN TC 278, qui est présidé par la France, que j'ai l'honneur de représenter au sein de ce groupe. Au niveau français, maintenant, donc il y a le BNTRA, dont vous avez sans doute déjà entendu parler, qui est le Bureau de normalisation pour les transports, les routes et leurs aménagements. Et en fait, le BNTRA fédère les commissions de normalisation, les fameuses CN, dont la CN 03, qui traite, elle, de tout ce qui est intelligence dans les transports et leurs systèmes pour les transports publics. Donc cette CN03 est là aussi le miroir du groupe CEN TC278 WG3 au niveau européen. Et cette même CN03 est organisée en groupe de travail. Georges en parlera plus en détail dans la prochaine présentation. Donc si on regarde l'organisation du CNTC 118, tout ce qui traite des ITS. Donc, comme j'expliquais précédemment, le WG3 est dédié au domaine des transports publics. Il faut savoir qu'au sein de ce TC, donc, il y a d'autres groupes de travail, en particulier le groupe de travail numéro 7, sur tout ce qui est éléments géographiques, donc le standard TN-ITS, pour ceux qui connaissent, et le WG8, DATEX 2, qui est particulièrement connu par les acteurs du trafic routier. Au sein du WG3, donc, il y a une particularité qui est vraiment propre à ce groupe de travail où il a été choisi d'organiser le groupe de travail en sous-groupes. Ces sous-groupes, c'est important de rappeler que c'est vraiment une particularité du WG3 parce qu'au niveau scène, l'organisation formelle, institutionnelle, s'arrête au niveau des WG, des groupes de travail. Mais compte tenu du périmètre qui est couvert par ce groupe de travail, il a été décidé historiquement d'allotir en fait en sous-groupes. Donc le sous-groupe numéro 1 traite de tout ce qui est Public Transport Vehicle Data. Donc là, on est plus sur les interfaces de systèmes embarqués dans le véhicule et partage des données embarquées. Le SG4 traite de toute la composante transmodèle. Donc là, c'est le modèle de données de référence. Le SG5 traite de tout ce qui est Interoperable Fare Management. Donc là, on est plus sur les sujets billettiques, donc qui sont, pour la petite particularité de ce sous-groupe, aussi faits conjointement avec un groupe ISO. Donc les normes qui sont produites sont co-construite avec le groupe ISO à ce niveau-là. Le SG7, donc sur tout ce qui est Siri, données temps réel, échange de données temps réel. SG8, OJP sur toute la composante interface de calculateur d'itinéraire. SG9, NetEx sur les données planifiées. Et le SG10, OPRA, dont vous entendrez de plus en plus parler, qui lui traite de toute la partie données historiques ou
Observed Data, tel qu'inscrit dans le règlement délégué européen MTIS. Mais si on projette à l'échelle internationale, donc c'est simplement ici pour rappeler en fait que ces groupes de normalisation européens et internationaux s'inscrivent dans un panel beaucoup plus large avec des interactions et des interfaces entre les groupes, hein. Donc il y a vraiment des travaux conjoints et des interfaces qui sont opérées entre ces groupes pour garantir là aussi un niveau d'interopérabilité et d'harmonisation entre ces différents travaux et également ce qu'on voit en haut à gauche avec toutes les directives européennes. Si on regarde maintenant plus précisément les différents livrables qui sont produits au niveau européen, au niveau SEN, donc il y a trois niveaux de livrables possibles. Donc il y a la norme européenne, EN, qui bien entendu est un document normatif qui est traduit en trois langues, anglais, français et allemand, et qui a la particularité de faire l'objet d'une étape obligatoire de consultation. On verra ensuite dans le process de développement d'une norme que pour une norme européenne, il faut passer par cette étape de consultation qui permet de recueillir un certain nombre de commentaires avant la mise au vote. Et ce niveau de norme européenne peut évidemment servir aussi les objectifs réglementaires européens. Un deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle la spécification technique. Donc là aussi, c'est un document normatif qui peut être transformé en norme européenne et donc qui sert souvent un peu de pré-norme. Ça peut être une étape préliminaire à la production d'une norme européenne. L'avantage ici, c'est que le développement de ce type de spécification technique est un peu plus rapide et un peu plus léger en termes de process de développement qu'une norme européenne. Et le troisième niveau, c'est le rapport technique, le TR, Technical Report. Alors, celui-ci est un document d'information qui peut inclure euh, des états de l'art ou des travaux d'analyse de standards nationaux. Donc c'est vraiment un rapport technique qui, là aussi, permet souvent de préparer le développement soit d'une spécification technique, soit d'une norme européenne. Mais disons que c'est une étape vraiment préliminaire, plutôt d'analyse et d'information. Donc, si on regarde maintenant le cycle de développement d'une norme SEN, donc ça commence par une proposition de norme qui va être soit formulée par un comité technique ou un groupe de travail, tel qu'on les a vus précédemment. Ça peut être aussi une proposition ou une demande directement formulée par la Commission européenne. Dans ce cas, c'est ce qu'on appelle les Standardization Requests, soit directement par un membre. SEN, donc un NSB, peut aussi être à l'initiative de proposer une norme ou toute organisation partenaire. Donc là, la première étape, c'est de constituer ce qu'on appelle un Work Item Proposal, qui est un document descriptif en fait du projet de norme. Ensuite, lorsque cette proposition est approuvée, on verra ensuite les conditions de vote associées, le travail de rédaction démarre, et donc là, chaque membre SEN intéressé par le sujet va désigner des experts pour contribuer à la rédaction de la norme. C'est vrai que la rédaction d'une norme au niveau européen, elle se fait sur le principe de consensus. Donc l'objectif, c'est vraiment d'obtenir un consensus auprès des membres contributeurs pour obtenir un document final. Et il y a un certain nombre également de règles éditoriales côté SEN, ça c'est important également de le rappeler, puisqu'il faut savoir que toutes les normes européennes, quelles qu'elles soient, suivent toutes un certain nombre de règles éditoriales, ce qui permet une certaine harmonisation de la manière dont les normes sont produites. L'étape de commentaire est importante. J'ai évoqué précédemment que c'est une étape obligatoire pour la production d'une norme européenne, optionnelle pour une
spécifications techniques, mais il faut savoir qu'au sein du WG3, donc sur toute la partie écosystème transmodèle, c'est une étape que l'on que l'on intègre systématiquement, puisque ça permet vraiment de recueillir en amont du vote final des commentaires généraux, éditoriaux ou techniques. Ça, c'est vraiment important dans ce travail, dans ce processus de consensus et de rédaction de la norme. Ensuite, la phase de vote, qui consiste à approuver la norme, sachant que c'est un vote par pays, donc pour chaque membre du CEN. Et donc, en cas de vote négatif, évidemment, il faut qu'il y ait une justification argumentée. Euh, on verra ensuite plus en détail les conditions de vote. Suite à ce vote, donc la publication, préparation du document, donc par le CCMC, donc qui est le Sensenet Management Center, vous serez peut-être amené à entendre cet acronyme. Donc c'est l'organisme au sein du CEN qui s'occupe de toute la partie éditoriale côté production des normes, avec une relecture, une révision éditoriale, et ensuite la diffusion des normes auprès des membres du CEN. Et il faut savoir que suite à cette publication, il y a aussi dans le cycle de développement une étape donc de révision qui est possible. Alors soit pour faire des amendements ou des correctifs, il y a pour ça des process dédiés, mais surtout il existe ce qu'on appelle l'examen systématique, donc qui va s'opérer tous les 5 ans pour une norme européenne et tous les 3 ans pour une spécification technique, c'est-à-dire que donc, régulièrement, il va être remis au vote pour consultation les normes pour demander si on souhaite soit confirmer, soit réviser, soit retirer une norme. Il y a ce travail systématique qui s'opère. Si on regarde maintenant un peu plus en détail ces cycles de développement par rapport au timing. Donc ici, vous avez en fait les deux cycles en haut pour une EN et en bas à droite pour une spécification technique qui sont relativement similaires. Donc on a ici les différentes étapes. Donc ce qui est en bleu foncé, c'est vraiment le travail technique de rédaction de la norme, et puis tout ce qui est en gris, orange ou vert pour l'ATS, c'est vraiment le temps incompressible dédié à l'édition et au vote, hein. Ce qu'on a en orange en haut et en vert en bas, ce sont les phases de vote. Donc là, évidemment, ce sont des temps incompressibles qui sont exprimés ici en semaines. Donc on voit que ce sont des cycles de développement qui sont relativement longs, hein, puisqu'on est sur entre 1 et 2 ans, c'est l'ordre de grandeur à peu près de production de la norme, sachant que donc 34, les deux cycles de 34 semaines que vous voyez en haut sur la production technique, il faut savoir que ce sont des durées qui sont flexibles, c'est-à-dire que 34 semaines fois 2, c'est le maximum qui est possible à la rédaction technique, mais bien souvent, en tout cas pour ce qui concerne la partie norme WG3, on essaie de réduire ce temps-là en anticipant autant que possible les travaux techniques. Et voilà, en gros, c'est à peu près les ordres de grandeur qu'il faut avoir en tête, sachant que pour la norme européenne, en haut, vous voyez qu'il y a 2 phases de vol, puisqu'il y a cette consultation obligatoire, tandis que pour l'ATS, on voit qu'il n'y a qu'une seule phase de vote en vert, qui est le vote final, d'un point de vue cycle formel. Alors, les règles et procédures de vote maintenant. Donc, pour la proposition de la norme, le New Work Item proposal, les conditions pour que le projet de norme soit initié consistent à ce que au moins 5 pays, donc 5 membres CEN, s'engagent à participer activement aux travaux et désignent un expert contributeur. Ce n'est pas tout de dire je suis intéressé par le sujet, il faut que le NSB désigne également un expert, s'engage à ce qu'un expert au moins contribue aux travaux. Donc il faut au moins 5 pays pour que le projet soit approuvé et que le process de rédaction démarre. Pour le vote final, maintenant, les règles sont d'avoir à minima 55% des votes favorables, hors abstention,
et également que ces votes représentent 65% de la population des pays ayant voté. Donc là, il y a un vote pondéré, complémentaire euh, aux 55% de vote, où il faut que 65% de la population soit représentée, toujours hors abstention. Alors, à savoir aujourd'hui et historiquement, par exemple, au sein du WG3, les normes ont toujours été approuvées à l'unanimité, hein. Donc, disons que voilà, il faut que ça suive euh, cette règle-là de manière formelle. Et pour conclure, et ce qui permet aussi de donner quelques perspectives pour le prochain webinaire, donc, où on rentrera un peu plus dans le contenu, donc ça permet déjà d'avoir une idée un peu plus concrète si on regarde plus précisément les travaux du groupe transport public au niveau européen, donc CNTC 78WG3. À ce jour, il y a 55 work items qui sont actifs au sein de ce groupe, donc 40 normes sont déjà publiées. Alors, sachant, là aussi, on ne va pas forcément rentrer aujourd'hui dans le détail, mais par exemple, pour Transmodel Siri Netex, ce sont en fait des séries de normes. Transmodel compte par exemple 10 parties, donc 10 normes, mais toutes au sein d'une même partie. Donc, il y a la série EN 12896. Pour Siri, il y a 7 parties à ce jour au sein de la série TS 15531, enfin, EN et TS, puisque Siri, il y a une partie qui est produite en normes et une partie en spécification technique. Pour Netex, donc on a là 6 parties de la série TS 16614. Ensuite, on a Opera, qui est aujourd'hui publié en Technical Report, mais qui est en cours de rédaction pour publier une spécification technique. OJP, qui est une spécification technique sur la partie calculateur d'itinéraire. La série TS 1349, qui, elle, donc, traite de tout ce qui est système embarqué. Encore une fois, ce sont les travaux du SG1. Et sur la partie système biétique interopérable, donc là, ce sont des travaux conjoints, comme je l'ai expliqué précédemment, entre SEN et ISO. Et il y a en ce moment donc 15 normes qui sont en cours d'élaboration au sein de ce groupe, dont 13, donc la grande majorité, qui concernent la révision des séries Transmodel et Netex, puisque on finalise, enfin les documents ont été déjà envoyés au CEN, donc le travail technique est maintenant finalisé, d'une révision importante des deux séries Transmodel et Netex. Voilà pour ce qui concerne le SEN et l'ISO. Marguerite, je te redonne la main. Merci beaucoup, Emmanuel. Alors, on va passer à notre table ronde. Ah non, pardon. Avant ça, je laisse la parole à Georges. Et ce serait une petite synthèse après de ce que vous avez vu tous les deux. Je laisse la parole, Georges. Je laisse Merci présenter aussi si tu as Marguerite. besoin. Je vais donc prendre la main sur le partage. Euh, alors, ma mission, ça va être de vous présenter l'écosystème français. Donc, quel est l'intérêt pour l'État de contribuer aux travaux sur les normes et descendre dans les ramifications des différents groupes de normalisation jusqu'à la CN03, donc, qui a été présentée par Emmanuel. Donc, je vais faire ça sur des supports, donc des pages web et des documents disponibles en ligne. Donc, je viens de vous mettre les liens et je vais partager donc mon écran sur ces sites web. Alors, ces fenêtres, vraiment. Juste, j'ai besoin de vérifier si je change d'onglet. Vous voyez le changement? Oui, Oui, c'est bon? Ok, ouais. super. Alors,
AFNOR, c'est l'organisme français de normalisation et ça tombe bien, ils expliquent dans leur site web qui ils sont et les différentes composantes. Donc, sachez qu'ils ont un modèle économique qui se base sur la construction de normes, sur l'édition et la vente des documents de normes, sur la formation aux compétences de normalisation et sur la certification qui est l'étape d'après, si j'ose dire. Certification étant le processus de vérification de la conformité à des normes. Donc voilà, vous pouvez aller plus loin sur les chiffres, etc. Sachez que AFNOR est sous la tutelle du ministère chargé de l'industrie. Et donc pourquoi l'État s'intéresse à cet écosystème et pourquoi les États interviennent dans les organismes internationaux, enfin, sachant que ces normes sont d'application volontaire, que ça s'adresse surtout à des entreprises qui vont les appliquer. Et donc pour ça, je vais jouer justement sur l'essence des mots, parce que du coup, un standard, c'est aussi un certain niveau de qualité. Et donc ça, c'est très important, parce que du coup, quand on va travailler sur des standards, c'est pour améliorer la qualité. Et donc si on se met d'accord avec d'autres entreprises pour le faire, c'est parce qu'on a tous intérêt à pouvoir se partager ces standards. Donc, je vais mettre l'exemple le plus simple. Enfin, donc, une prise électrique. Enfin, évidemment que, quels que soient les constructeurs et quel que soit l'appareil, on a intérêt à pouvoir se brancher sur la même prise. Donc voilà, ça c'est un standard très basique, donc qui est devenu une norme. Après, vous remarquerez sur le même exemple que les prises ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Et donc ça, c'est parce que du coup, les États ont des intérêts à, enfin, comment dire, favoriser les entreprises implantées sur leur territoire et donc ils vont défendre les intérêts de ces entreprises. D'où le fait que AFNOR est rattaché au ministère de l'Industrie. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Donc, si je continue sur l'onglet suivant, l'organisation de AFNOR, donc vous trouverez qu'il y a un certain nombre, enfin un certain comité exécutif, etc. Là, ce qui va m'intéresser, c'est déjà que côté ministère, vous voyez bien qu'il y a le ministère de la Transition écologique. Euh, enfin, auquel j'appartiens, donc je travaille à la DGITM, qui fait partie du ministère de l'Aménagement des Territoires et de la Décentralisation. Donc la DGITM, je vais le dire une fois, c'est la Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités. Je travaille sur les sujets transport, principalement. Donc, je suis responsable de standardisation et normalisation pour les systèmes d'information des transports multimodaux. Donc, si je continue par ici, on va trouver des informations sur les normes qui sont construites dans l'écosystème AFNOR. Donc ici, je peux cliquer sur je vous invite à consulter ce site, enfin, et le parcourir un petit peu. Vous trouvez la FAQ, donc avec différentes questions. Donc, par exemple, euh, quelles normes sont d'application obligatoire? Donc, c'est des sujets qu'on vient de traiter. Quelle est la différence entre normalisation et réglementation? Et il y a d'autres questions aussi. Donc, comment participer à la normalisation, etc. Je ne vais pas revenir sur les sujets dont on a déjà parlé. Euh, Cela dit, du coup, ce qui m'intéresse encore sur ce site-là, c'est comment c'est coordonné l'élaboration des normes. Et donc, on a parlé des commissions de normalisation, mais il y a aussi d'autres strates entre les commissions de normalisation et le niveau AFNOR. Donc, il y a enfin, des comités d'orientation sectoriels. Donc, vous voyez ici tous ces secteurs. Donc, il y a le numérique, construction, technologie, etc. Nous, celui qui nous correspond, c'est mobilité et logistique. Donc, vous pouvez aller dessus, cliquer, etc. Ce qui m'intéresse ici, c'est que du coup, AFNOR, ici, est représenté parmi les autres organismes nationaux des autres pays.
Ici, c'est précisé que c'est AFNOR et les bureaux de normalisation sectoriels. Sachez que la plupart des bureaux de normalisation sont gérés par AFNOR elle-même, mais celui qui nous occupe, le BNTRA, ne l'est pas. Donc, le BNTRA, il est géré par le CEREMA. Donc voilà, on tombe dans les cas exceptionnels. J'essaye de dégager la barre qui me dérange pour changer d'onglet. Euh, voilà. Et donc, avant d'aller sur le BNTRA, je vais faire un détour sur ce site qui est très intéressant, donc France Normalisation, qui vous présente justement l'écosystème et les bureaux de normalisation. Donc ici, dans les bureaux de normalisation, il y avait une page découvrir les bureaux de normalisation. Voilà. Donc là, il y a toute la liste. Et donc, il y a le bureau de normalisation des transports, des routes et de leurs aménagements. Donc là, je vais faire un petit saut sur Internet. Enfin, si vous tapez BNTRA, vous tomberez très probablement sur cette page du CEREMA qui présente ce bureau de normalisation. Et donc, pour expliquer ces différentes instances, sachez qu'il y a un comité de pilotage, un comité d'orientation. Et donc, ces instances, ce qu'elles font, c'est définir la stratégie de normalisation. Donc, quels sont les sujets prioritaires à traiter, quelle est la stratégie à long terme. Enfin, donc, ce processus, il prend du temps. Mais du coup, il faut aussi savoir se projeter sur quels vont être les sujets importants d'ici 5, 10 ans ou au-delà. Euh, donc ensuite, si je rentre dans l'organisation, donc un bon vieux tableau avec des couleurs. Mais enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce tableau. Pour cela, je vais aller sur l'organigramme, s'il veut bien se charger. Donc le BNTRA, il s'organise comme ça. Donc il a une direction et puis des secteurs, donc l'assistance, bien sûr, la qualité de l'autre côté, mais il y a des référents thématiques, donc chaussée, terrassement, intelligence dans les transports et leurs services, équipement de la route, et ouvrages d'art et géotechnique. Et si vous avez bien suivi, la commission normalisation en transport public, elle a un nom plus complet que ça. Emmanuel l'a donné tout à l'heure. Donc, la commission de normalisation CN03, on va la retrouver ici dans la partie intelligence dans les transports et leurs services. Donc, si je reviens là-dessus, c'est le premier domaine qu'on trouve ici. Donc, il y a un groupe de coordination qui est présidé par le GART et qui euh, organise un certain nombre de commissions de normalisation, donc de CN, dont la CN03 Transport public, qui est présidée, elle aussi, par le GART. Euh, et alors, je passe maintenant au site le plus intéressant, donc, il est dans mes favoris, c'est le site Norminfo. Où on peut trouver des informations sur les différentes structures de la normalisation et aussi sur les normes. Donc, c'est ça ce que je vais vous montrer maintenant. Ici, quand on tape ici par exemple transport public, on va retomber sur la commission de normalisation. Donc, il y a des normes, il y a des enquêtes, etc. Et il y a aussi des structures. Donc, vous pourrez toujours retrouver cette page-là de la CN03. On ne va pas rentrer dans les détails de ces différents groupes de travail, mais sachez qu'il y a essentiellement des groupes de travail sur les aspects billettiques. Donc, ça va être le GT4, billettique dans les transports publics, le GT6, perception tarifaire, et le GT12, open payment et des groupes de travail sur les sujets information voyageurs, donc, le JT7 et le JT9, qui travaillent sur le volet stationnement de l'information voyageur. Donc, le JT8, multiservice, il travaille sur des cartes qui vont permettre
de gérer enfin, des informations de fidélité, enfin d'accès aux bibliothèques, d'accès aux piscines, etc. Enfin, donc voilà, c'est ce côté multiservice, donc au-delà des services annexes au transport. Ici, vous trouverez les membres, les liaisons, donc toutes les organisations internationales qui ont été mentionnées par Emmanuel. Vous trouverez ici enfin, les acronymes. Donc voilà, vous pourrez retrouver ces infos là aussi. Les membres, comme je te dis. Et un dernier exemple, donc qu'est-ce qui se passe si on tape sur le nom d'une norme? Comme Netex par exemple, on va tomber sur cette page où on peut aller voir quel est l'état. Donc par rapport à ce que Emmanuel a présenté sur le cycle de vie d'une norme, bah, ici on va trouver à quelle étape du cycle euh, on en est sur chaque norme. Voilà, c'est ce que je voulais vous présenter. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le Merci. chat. Non, je ne vois pas. Je te rends la Merci main bien. alors. Ouais. Alors, en effet, si vous avez des questions, c'est le moment si vous voulez prendre la parole ou vous poser des questions dans le chat. Alors, on a un petit débat sur les formulations légales, mais bon, c'est vraiment pas le principal. Alors, ce qui me semble intéressant là pour faire la transition avec la table ronde qui va suivre sur l'entrée un peu dans la pratique de ces fameux GT que vient de présenter Georges, c'est de retenir d'abord dans ce que vous avez dit, Emmanuel et Georges, que un standard, c'est en fait pas monolithique, c'est-à-dire qu'il y a différentes versions des documents, il y a différentes applications selon les spécificités des pays. Je reprends une phrase que tu as dit l'autre jour pendant la préparation, Emmanuel, c'est en fait on n'utilise pas les outils partout de la même manière. Donc c'est pas, faut pas voir ça comme voilà un document qui d'un coup est établi et qui fait loi, quoi. C'est pas si monolithique que ça. Et puis l'autre chose qui me semble intéressante à retenir, c'est qu'en fait là, ce qu'on a vu, c'est tout un système de gouvernance qui permet à la fois la remontée des travaux des GT, donc des acteurs qui sont dans le processus de standardisation jusqu'à la norme officielle, et puis à la fois la correspondance entre différents niveaux. Ça, c'est intéressant. Entre le niveau national, européen et international. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est des correspondances, il n'y a pas de lien hiérarchique. C'est plutôt donc c'est ce qui rend les choses à la fois assez complexes et en même temps assez incroyable en fait en termes de consensus et d'efforts collectifs. C'est assez extraordinaire en fait ce qui se passe dans la standardisation. On parle d'affaires de consensus justement. C'est l'un des aspects qu'on va aborder ensemble maintenant avec nos participants. Donc j'appelle Laurent Bureau, Gauthier Cornu et Sophie Rimbaud à ouvrir leur caméra, s'ils sont là, et je vais représenter. Non, c'est pas ça que je voulais présenter, c'était l'autre. Hop, je vais vous remettre la présentation pour qu'on voit bien le nom de nos intervenants. Voilà. Voilà, alors, la première question que j'avais pour vous, c'était tout simplement de vous présenter et de présenter qu'est-ce que vous avez, enfin, d'où vous venez d'abord votre situation, votre poste, et puis dans quels GT en fait vous intervenez et qu'est-ce qui vous a amené à ce GT. On peut peut-être commencer par vous, Sophie. Alors, est-ce que est-ce qu'on vous entend? Voilà, je crois que vous êtes en mute, il me semble. Sinon, on peut commencer, on vous laisse gérer ça et puis on peut commencer par Laurent, si ça vous va. Ça me va. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Laurent Bureau de la société Biotic Service, où je œuvre en tant que leader technique et expert en bioéthique. Euh, moi, j'interviens surtout donc, dans la CN03, au GT4 et au GT12, donc bioéthique et open payment. Euh,
Pour ma part, j'ai rejoint le monde de la scène parce que j'en avais l'occasion, simplement aussi par curiosité de savoir comment un peu tout ça, ça fonctionne. Ça vient un peu de mon expérience en fait, où il y a un petit peu moins de 10 ans maintenant, quand je suis arrivé dans le monde du transport, je suis arrivé dans une équipe qui m'a demandé de lire un certain nombre de standards et un certain nombre de normes avant que je puisse travailler quoi que ce soit, dont les normes de la du GT4. Donc, être aujourd'hui dans ces groupes de travail, c'est super intéressant du coup. Euh, voilà, pour me présenter ça. Je peux pas faire plus. Ouais. Non, mais c'est super. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a aussi parfois des geeks de la standardisation et il y a un vrai intérêt personnel. Donc, c'est intéressant comme témoignage. Gauthier, vous? Oui, bonjour à tous. Donc, Gauthier Cornu, je suis chef de projet chez CTEC ITS, principalement sur des projets de billettique et d'open payment. Donc, je participe, comme Laurent, au GT4 et au GT12 de la SN03. Au GT4 depuis fin 2018 environ. Donc, participer à ces différents GT, ça nous permet, dans notre rôle d'assistant à maîtrise d'ouvrage, de pouvoir prendre connaissance des normes, de l'utilisation qu'on peut en faire dans le cadre des marchés qu'on aide à rédiger pour nos clients. Comment les utiliser, quelles normes inclure dans nos marchés, et ensuite, dans les phases de réalisation également de nos projets, de pouvoir accompagner nos maîtrises d'ouvrage sur des sujets techniques particuliers, d'implémentation des normes, et de porter aussi des besoins de nos maîtrises d'ouvrage qui ne seraient pas forcément inclus dans les normes dans CGT. Sophie, allez-y. Bonjour, excusez-moi, petit souci technique juste avant. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Sophie Rimbaud. Je travaille chez Nouvelle-Aquitaine Mobilité, qui est un syndicat de la loi SRU en Nouvelle-Aquitaine. Et je travaille principalement sur la partie données, information voyageurs. Et donc, NAM accompagne les collectivités et ses exploitants dans la mise en place en fait, de solutions de mobilité partagées et mutualisées, et notamment autour de la billettique, du calculateur d'itinéraire régional et aussi d'autres services de mobilité comme du vélo. Et on a à peu près 25 adhérents qui sont toutes des collectivités et 34 réseaux qu'on propose notamment dans les calculateurs d'itinéraire. Et on travaille avec en lien avec de nombreux acteurs du transport et on pilote des marchés. Donc, tout ce qui est calculateur d'itinéraire, intermédiaire sur la partie données. Et donc, moi, je suis dans le GT7, CN03 GT7 sur l'information voyageur. Et alors, comment NAM est arrivé dans ce groupe-là? En fait, on a été sollicité par notamment la DMA, la Direction ministérielle de l'accessibilité, sur des sujets d'accessibilité pour voilà, un peu dans l'objectif de diversifier les acteurs au sein du groupe de travail. Il y avait aussi la volonté de notre côté, et de la part de mon directeur, d'être un peu au cœur des échanges en tant qu'observateur pour mieux comprendre un petit peu les sujets autour de la donnée, les actualités autour de tout ça, et puis bien évidemment relayer en fait toute cette information auprès de nos adhérents, des collectivités, et puis comme l'a dit un petit peu aussi les autres intervenants, acquérir un peu de compétences internes puisqu'on travaille avec beaucoup d'experts sur le sujet, et nous parfois on l'est un petit peu moins, donc c'était aussi un canal, un biais pour voilà, avoir un peu plus de connaissances sur les sujets. Merci. J'ai une petite question subsidiaire pour vous, Sophie. Est-ce que, dans ce que vous avez vu des VT, parce que pendant la préparation, on mentionnait que vous avez participé déjà à une dizaine de GT, je crois. Pour Gauthier, c'est plutôt une soixantaine. Là, on a les vrais de vrais. Et Laurent aussi, ça doit être à peu près équivalent sur le nombre d'années auxquelles vous avez participé. Est-ce que, Sophie, vous diriez, dans votre expérience, vous avez vu déjà beaucoup de membres de collectivités participer? Est-ce que ces collectivités, elles viennent par je dirais l'impulsion d'une personne chez elle qui est motrice, qui comprend bien l'intérêt de participer, ou est-ce que c'est plus répandu, voilà parce que ça fait partie en fait voilà des responsabilités des collectivités. Comment vous voyez ça?
Des collectivités au sein des GT? au sein des GT, ouais. Alors justement, pour rebondir, en effet, moi je suis assez jeune, récente sur le sujet, puisque je suis arrivée au printemps 2024, et notamment voilà, sur ces sujets d'accessibilité et aussi dans le groupe le GT Tarif, Netex Tarif. Justement, donc nous, on a été sollicité par Muriel Laroui. Je crois que Muriel, j'ai vu qu'elle était là sur le sujet. Et aujourd'hui, on est assez, enfin, dans les acteurs qui sont représentés dans le groupe enfin, tous les groupes, finalement, je crois qu'on est un petit peu les premiers à être arrivés en tant que entité publique, puisque c'est plutôt des acteurs industriels, experts de la donnée. Et la volonté, en fait, je crois que c'était un petit peu aussi, en effet, de diversifier les acteurs autour de la table pour voilà, un petit peu apporter une autre vision et aussi de notre côté, nous nourrir d'éléments. Donc, je dirais que en fait, on est assez minoritaire en tant qu'entité publique dans ces groupes de travail, pour répondre à la question. Oui, bien sûr, et c'était aussi, nous, un des objectifs de ce webinaire, c'est de se rendre compte que même quand on manque de temps, en fait, ça peut être tout à fait possible de participer et intéressant. En fait, on le voit dans vos intérêts à vous, il y a vraiment des choses intéressantes à tirer de la participation à ces groupes. Et juste, je reste avec vous un petit moment, parce que vous nous expliquiez donc en fait, comment ça marche concrètement. C'est-à-dire, vous nous disiez, il y a une plénière par mois, c'est ça? Et puis après, il y a d'autres GT toutes les 2 semaines. Alors, la plénière, c'est plutôt une fois par trimestre, qui est une grosse session d'environ 2h30, 3 heures, souvent en fait une après-midi ou une matinée. Et là, on fait vraiment, il y a vraiment toute l'actualité voilà, du GT7 en l'occurrence, puisque moi je suis GT7, donc ça parle de beaucoup de choses, des normes, mais pas que. Enfin, ça traite un peu voilà, de tous les sujets relatifs, par contre, à l'information voyageur. Donc là, c'est un peu pour faire le bilan, c'est à peu près trimestriel. Et après, en fait, on a par thématique, il peut y avoir des petits groupes de travail qui sont du coup, là pour le coup, des groupes dans lesquels, enfin, ouais, on est un peu moins nombreux et on va vraiment travailler sur un sujet, en l'occurrence l'accessibilité ou les tarifs. Et là, on peut être sur on va être sur une fréquence plus régulière, et en l'occurrence pour les tarifs, à peu près une fois toutes les 2 semaines. Donc c'est vrai que c'est un rythme plus assidu, plus important, sur lequel nous, côté Nouvelle-Aquitaine Mobilité, voilà, on n'a pas été présent à l'ensemble voilà, des réunions, mais qu'on arrive tout de même à suivre via aussi des drives, des documents partagés et bien évidemment à chaque fois le rappel et les échanges tous ensemble. Voilà. Et pendant ces groupes-là, qui sont beaucoup plus spécifiques, il y a des thématiques précises. Voilà, on est plus contributeur, on va parler de cas d'usage. Voilà, on est plus vraiment sur la production et du travail un peu plus de fond que les plénières, qui sont plus à titre ouais, informatif quand même. Oui, donc là, on voit que la participation peut être modulaire, donc c'est intéressant. On n'est pas obligé de participer à tous les groupes techniques, voire très techniques qui ont lieu. On peut juste venir s'informer au sein des plénières. Alors, l'autre question qu'on voulait se poser, c'était justement comment ça se passe concrètement un GT, c'est-à-dire vous arrivez dedans, qui anime, qui tient la plume, qui s'exprime. Si vous voulez commencer, Laurent ou Gauthier. Eh ben, je vais commencer. Donc, ce qui se passe, c'est qu'un GT, il y a toujours un ordre du jour, un certain nombre de sujets qui vont être abordés, qui est donc géré par la personne qui mène le groupe, mais enrichi aussi par tous les participants qui ont peut-être un nouveau sujet à apporter ou des discussions à faire sur un sujet en cours. Après, donc, la réunion donc, est organisée en général
par la personne qui mène le groupe, qui va aborder tous les points. Et puis après, c'est de la discussion avant tout, euh, que ce soit sur des détails fonctionnels ou techniques de chaque point de norme ou simplement de sujets, savoir quels sujets pourraient peut-être être abordés dans le groupe. Euh, Parfois, ça se discute aussi en GT. Gauthier, je te laisse peut-être compléter si tu as besoin. Oui, oui, exactement. Voilà, c'est les échanges qui animent les GT. À l'issue de chaque GT, on a également un compte-rendu qui est diffusé à l'ensemble des membres du groupe, qui permet à la fois de vérifier qu'on est d'accord sur les conclusions des différents échanges, et aux personnes qui n'auraient pas pu participer au GT, de pouvoir prendre connaissance de ces échanges, de pouvoir réagir si besoin a posteriori, et finalement, même si tout le monde n'a pas pu participer, de se tenir informé des différents échanges et de l'avancée des travaux. C'est important aussi, parce on peut être nombreux dans les différents GT et que ne soit pas obligé de participer à chacun des GT pour quand même continuer à participer activement et à prendre connaissance de l'avancée des travaux. C'est ça. Et donc, l'animation de ces GT, c'est bien les pilotes de chaque GT qui la font, voilà, qui tiennent la plume sur les CR, qui les envoient, qui garantissent voilà, que chacun a toutes les informations pour participer, hein. C'est bien ça. Par contre, les productions au sein des GT, là, peuvent être réparties entre les membres. Évidemment, c'est sur la D'accord. base du volontariat. Les différents membres, souvent quand ils sont fortement concernés par un besoin, par l'évolution d'une norme, peuvent prendre la plume et proposer des rédactions qui ensuite sont discutées lors des groupes de travail. C'est pas forcément le pilote uniquement qui est producteur. Mhm. Ok. Et si une question qu'on avait nous, c'est si moi, voilà, je suis nouvelle venue en fait dans le domaine de la standardisation, j'arrive dans un GT, est-ce qu'il y a un process d'onboarding pour m'aider un peu à arriver, ou est-ce que j'arrive finalement dans un cercle restreint d'acteurs qui se connaissent, qui sont peut-être très experts du sujet, très techniques, est-ce qu'il y a des moyens pour moi de monter en compétence, ou alors est-ce que les gens qui rejoignent finalement bah, la plupart, ils sont déjà en fait très au fait du domaine, voire ils se connaissent déjà. Comment ça se passe? Parce que ça peut être intimidant parfois, hein. Alors, d'expérience, il y a peu d'onboarding. En général, les personnes arrivent et se présentent et puis on rentre dans le sujet. Euh, Ce qui se passe aussi, c'est que les gens soit arrivent parce qu'ils ont un sujet à présenter eux-mêmes, soit parce qu'ils ont des sujets à suivre. Donc souvent, il y a quand même un minimum de base de connaissances qui vont leur permettre de suivre. Mais malheureusement, il y a peu d'onboarding. C'est un peu pour des raisons pratiques, dans le sens où c'est des réunions qui réunissent des professionnels de plein d'entités différentes, qui prennent souvent toute la journée en elles-mêmes, la réunion, et entre guillemets perdre, parce que c'est quand même pas très beau de le dire, entre guillemets perdre du temps à former les gens quand ils arrivent, c'est un peu trop compliqué. Cependant, d'expérience aussi, euh, les gens sont toujours contents d'accueillir quelqu'un en plus, parce que quelqu'un qui vient donner ses avis en plus, donner enfin, poser ses questions en plus, même si sur le moment elles peuvent paraître bêtes, entre guillemets, encore une fois, euh, ça apporte toujours à la discussion. Euh, et ça, dans le processus collaboratif que sont la création de normes, je pense que jamais personne ne s'est plaint que quelqu'un de nouveau arrive. Euh, et donc après, ben, les nouveaux, faut qu'ils aient un peu tendance à oser poser des questions s'ils veulent monter vite en compétences. Sinon, après, ben, un petit peu d'études de son côté, ça se fait aussi. Ça a beau être des sujets techniques, les gens n'arrivent pas dans un groupe de travail par hasard non plus. Euh, Ils ont au moins la connaissance fonctionnelle. Donc, qu'est-ce que c'est le métier et la partie métier qui les intéresse, on va dire. Euh, donc après, rentrer dans le technique, il y a différents degrés où ils ont besoin ou non de le faire. C'est en fonction de ce qu'ils veulent, enfin, comment dire, la valeur qu'ils veulent récupérer du GT eux-mêmes et apporter. Je laisse mes autres camarades Je continuer. compléterais peut-être juste, je rejoins ce qu'a dit Laurent et je compléterai aussi sur le fait que, par contre, il y a vraiment une présence des animateurs, en tout cas moi dans mon groupe, avec Tutotaille et Christophe Duquesne, d'ailleurs que je remercie, des animateurs qui sont vraiment disponibles et très ouverts et en effet qui sont, comme le disait Laurent, vraiment disponibles à répondre à toutes les questions, surtout pour les nouveaux arrivants, et qui sont très compréhensifs voilà, du fait de la, comment dire, parfois de la différence de connaissances et d'expertise de chacun
des nouveaux arrivants, quoi. Gauthier, vous avez- Oui, non, je rejoins ce qui a été dit, effectivement. Il y a un certain nombre de personnes qui arrivent dans le GT en ayant finalement déjà utilisé, expérimenté les normes, donc n'arrivent pas avec un niveau de connaissance nul, ce qui bon, permet déjà voilà, de rentrer déjà un certain nombre d'éléments et de monter en compétence au fur et à mesure des GT. Euh, mais effectivement, ça reste des groupes d'experts où on a des sujets qu'on est déjà en train de traiter au concours et où il faut venir un peu se raccrocher les wagons, on va dire, des GT qui ont déjà été déroulés. Oui, donc en fait, ce qu'on retient, si, voilà, si on se pose un peu la question de est-ce que j'ai vraiment la légitimité pour rejoindre un VT technique, c'est que bah, d'abord, on n'est pas obligé de venir à tous les GT, que les pilotes elles sont vraiment là pour aider, ils sont présents pour répondre à toutes les questions. Ça, c'est vraiment ressorti pendant notre phase de préparation et je pense qu'en effet, on peut vraiment rendre hommage à ces pilotes, hein, parce ils sont un peu dans l'ombre et en fait, ils font un travail énorme pour ces travaux de consensus qui sont au cœur de la standardisation. C'est vraiment, c'est un travail coopératif et collectif. Et donc, c'est vraiment grâce à ces animateurs que les choses se font, qui peuvent mettre chacun à l'aise. Et puis qu'on peut aussi, ça c'est intéressant ce que vous disiez, qu'on peut venir justement pour poser ces questions. Comme vous le disiez, on ne connaît pas rien du tout au domaine, mais on n'a pas forcément l'expertise très très pointue. Donc le fait de venir en tant que un peu externe au sujet technique et de reposer parfois les questions les plus basiques, ça peut au contraire faire justement fortement progresser parfois les échanges. Oui, et comme disait Laurent, tout regard complémentaire externe vient forcément apporter des choses dans les GT. Ça permet aussi aux membres qui sont peut-être concentrés sur une vision de sortir de cette vision et de se reposer des questions qui avaient été considérées comme closes, mais qui en réalité ne l'étaient pas tant que ça. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des nouvelles personnes avec des regards différents. Et ça fait le lien avec une question qu'on se posait nous. Du coup, on se disait, mais est-ce que c'est plus simple finalement de rentrer sur un nouveau GT ou sous-petit sous-GT qui se crée parce qu'il y a peut-être moins de monde, c'est peut-être voilà, un sujet plus précis. Et est-ce que sur les autres, c'est implicite qu'en fait c'est trop tard? Ce qui ressort du coup de vos réponses, c'est qu'en fait non, hein, finalement, il y a toujours de nouveaux sujets. Comment vous voyez ça? Ce que vous disiez en préparation, c'est que finalement, dans quelques GT que ce soit, chacun peut toujours amener un nouveau sujet. En fait, c'est pas du tout fermé autour d'une thématique donnée. C'est ça? Oui, oui, un GT ne traite pas un seul sujet. Par exemple, sur le GT4, il y a plusieurs normes qui sont gérées par le GT4. Donc, ça crée une multiplicité de sujets. Et donc, on n'est pas obligé de rentrer dans tous les sujets du GT4 non plus. On peut avoir un besoin spécifique sur les normes. Et à la création d'un nouveau GT, souvent, c'est un besoin qui vient créer un nouveau GT. Par exemple, sur le GT Open Payment, il y a un sujet de standardisation des échanges entre les systèmes Open Payment, d'interopérabilité des systèmes. C'est aussi porté par des travaux de normalisation à niveau plus international. Et donc, on vient rejoindre ce GT parce qu'on a un intérêt à la problématique. Mais on peut rejoindre en cours de route et venir apporter des nouveaux besoins, des demandes complémentaires et qui seront intégrées au GT. Et une question que je me posais aussi, c'est quand on parle d'ouverture d'un nouveau GT, donc prenons l'exemple du GT12 par exemple, est-ce que dans ce cas-là, en fait, les personnes concernées sont déjà au courant et du coup, voilà, quand on ouvre le GT, il y a déjà des personnes, on sait qu'elles vont venir et voilà, ou est-ce qu'il faut faire un effort pour aller chercher les personnes et qui s'occupe de ça? C'est peut-être une question plutôt pour vous, Emmanuel, ou pour les participants au GT12. Ouais, on peut peut-être interroger Benoît en tant que président de la CN03, puisqu'en fait, la décision d'ouverture de GT se traite directement au niveau de la CN03. Je ne sais pas si Benoît, tu veux intervenir. Donc Benoît Chauvin, qui est président en effet de la CN03, je ne sais pas s'il est toujours parmi nous, il était en début de séance. Il est peut-être En tout cas, les décisions d'ouverture de GT se prennent au niveau de la comité, enfin de la commission d'organisation, donc la CN03 en l'occurrence.
Donc tout le travail amont se fait à ce niveau-là, par rapport à l'identification déjà du besoin d'ouverture d'un nouveau GT et des membres intéressés. Donc il y a tout ce travail préparatoire avant l'ouverture du GT, bien définir les objectifs, euh, ce qu'on attend en termes de production de nouvelles normes, etc. Donc c'est au niveau CM que les décisions sont prises avant toute démarche côté nouveau GT. D'accord. Et du coup, vous avez déjà en fait fait le travail d'identification de qui dans l'écosystème serait prêt à participer. Euh, ok. Exactement. Alors de qui, bah, ça dépend parce qu'en fait, enfin, souvent il y a déjà un certain nombre de membres effectivement qui sont déjà prévus. Mais par contre, pour le cas du GT12, typiquement, bah, la CN03 donc, a annoncé l'ouverture de ce groupe avec un certain nombre de membres déjà prévus. Et bah, là, donc l'a fait savoir à tous les autres membres de la CN03 et donc des autres groupes de travail. C'est comme ça que moi j'ai eu l'occasion de rejoindre la GT12. C'est, c'est sur le moment, moi je n'étais pas au courant forcément de ces travaux en fait, du côté GT12 à propos d'un standard ISO qui est en train de se faire autour de l'open payment. Et quand on m'a appris ça, eh ben, effectivement, moi j'ai trouvé intéressant de rejoindre. Ouais, je rejoins Laurent sur le fait que, pareil, nous, finalement, ça nous a été enfin, on a eu l'information, par exemple, en plénière, et finalement, ça se base aussi sur le volontariat. En fait, voilà, il y a des GT qui s'ouvrent. Est-ce que ça vous intéresse de contribuer, de participer? Et en fonction de la charge de travail, voilà, de l'intérêt pour tel ou tel groupe de travail, on peut se positionner sur tel ou tel groupe. C'était une question un petit peu liée. C'est quoi la durée de vie d'un GT ou la durée de vie de votre participation à un GT? C'est-à-dire, quand on dit qu'on demande un engagement de participation, voilà, c'est sur combien de temps quoi, dans votre expérience? En fait, j'ai l'impression que c'est un peu continu ou infini selon les thèmes qui vous intéressent, c'est ça? Oui, oui, alors le GT continue de vivre. Voilà, par exemple, le GT4, j'y participe depuis 2018. Il y a des nouveaux sujets qui apparaissent, des évolutions des normes déjà existantes, des compléments des normes. Il n'y a pas de limite ou voilà, particulière par rapport à ça. Euh, le GT12 est beaucoup plus récent, donc là, il a été créé par rapport à un nouveau besoin. Mais tant qu'il y a un besoin et que considère qu'il y a des choses à instruire et éventuellement des normes à faire évoluer, le GT continue de vivre. Est-ce qu'il existe des GT qui se sont terminés? Des GT qui sont en pause, on voit que on est au GT12, mais on n'a pas 12 GT actifs au sein de la CN03. Donc oui, il y a des GT on va dire un peu dormants et des GT plus actifs. Ok. Alors, merci pour ça. On va passer sur une question qui nous intéresse beaucoup. Moi particulièrement, parce que je suis un peu une geek des sujets de gouvernance collective, mais comment se gèrent les désaccords? C'est-à-dire qu'en fait, on voit qu'il y a quand même plusieurs types de participants différents à ces groupes de standardisation. Parfois, il y a des concurrents hein, qui siègent au sein de ces VT. Est-ce que parfois, il y a des vétos ou des gros désaccords sur des pistes à suivre? Et si oui, comment ça se gère? Est-ce qu'il y a un système de vote? Est-ce que c'est le pilote qui tranche? Comment ça se gère? Donc, bah, pour répondre au moins au niveau du GT4, celui sur lequel j'ai le plus d'expérience, euh, on est sur un principe de recherche du consensus. Donc, on va créer des discussions entre les différents membres. On essaye de trouver une solution qui convienne à tout le monde. J'ai rarement vu des désaccords profonds entre les membres qui faisaient qu'on n'arrivait pas à trouver une solution de compromis. Euh, de façon très générale, on arrive à trouver une solution qui convienne à tous. Et si c'est pas le cas, finalement, on ne prend rien en compte dans la norme. On considère que voilà, on n'a pas réussi à trouver une solution qui convienne à tous. Donc, dans ce cas, on décide de ne pas modifier la norme. Mais la règle, c'est vraiment la recherche du consensus et c'est vraiment ces échanges entre les différents membres au niveau des GT qui permet d'atteindre cet objectif.
Oui, et puis je rajouterais que ça, enfin, en tout cas dans le GT4 aussi, dans mon expérience, ça arrive très rarement, vraiment très rarement, parce que de toute façon, les solutions techniques, elles répondent à un besoin fonctionnel. Donc, le groupe va s'assurer que tous les fonctionnels auxquels ils peuvent penser soient couverts par la solution qui est en cours d'être recherche. Et après, les membres sont suffisamment intelligents pour pas s'arrêter à des détails techniques. Donc, à la fin, on finit tous toujours par trouver un accord tant qu'on répond à la demande métier euh, dans son intégralité. Le détail technique, il est finalement plus si important que ça. On essaie de se raccorder avec les choses qui sont déjà faites. On essaye de voir s'il n'y a pas des choses, des standards qui existent pour certains points, etc. Mais à la fin, on- tant qu'on répond aux besoins, euh, les gens se braquent pas sur des points de détail, par exemple. Est-ce que vous diriez que le plus souvent, il y a une forme de convergence naturelle qui se fait, ou est-ce que le plus souvent, il y a pas mal de travail de compromis qui doit se faire pour atterrir sur un accord? La plupart des sujets donnent lieu à une convergence naturelle et ne génèrent pas des débats complexes. C'est quelques sujets voilà, qui nécessitent plus de travail, mais sur la plupart des sujets, on tombe d'accord très rapidement. Bah, comme disait Laurent, on est sur des sujets techniques, la solution s'impose d'elle-même, des coule de source, et donc il n'y a il y a pas lieu à donner lieu à des discussions particulières. Et puis, vu que les sujets sont souvent portés par un représentant, bon, ben, ce représentant, il propose ses solutions et puis les autres analysent, voient s'ils ont des détails à faire. Il y a rarement des cas où bah, deux personnes arrivent en même temps avec le même sujet et avec des idées complètement opposées. Euh, donc, à partir de là, souvent, le consensus n'est pas trop compliqué à obtenir puisque ben, quelqu'un arrive, souvent avec déjà un bout de solution, quelque chose en fait qui fait revoir par les autres membres. En fait, c'est une forme de revue quelque part pour peut-être enrichir la solution si lui-même il a oublié quelque chose. Et après, ça finit par être accepté par tout le monde. Ouais, ça c'est intéressant parce qu'on peut voir aussi que on peut voir les GT comme aussi une manière, une forme voilà, de tremplin en fait pour ses propres activités ou ses propres intérêts, mais sans fonctionner de manière isolée, c'est-à-dire avec une revue des pairs pour que ce soit bien compris, que ce soit utile, mais que ça peut aussi être bénéfique en fait d'arriver avec sa propre solution, bien sûr. Vous mentionnez aussi en préparation qu'il peut y avoir des cas un peu différents. Par exemple, il peut arriver qu'une demande soit tellement spécifique que finalement, on se rend compte que il n'y a pas vraiment besoin d'aller jusqu'à la standardisation. C'est ce que vous mentionnez. Si on peut avoir un peu plus de détails là-dessus. Et puis aussi, vous disiez parfois, on n'a pas l'acteur présent, l'acteur qui pourrait répondre à notre besoin. Il est pas présent, on peut aller le chercher. C'est ça. Oui, parfois il y a des besoins très spécifiques. Du coup, chaque besoin est forcément discuté au sein des GT pour vérifier qu'il y a bien objet à normaliser. Si on considère que le besoin ne s'applique à cet acteur-là ou que on ne comprend pas finalement quelle est vraiment l'origine du besoin au niveau du GT, parce que personne n'est capable de l'expliquer, parce qu'on n'est pas le bon acteur ou que l'acteur est là, mais les membres du GT ne partagent pas il peut y avoir une décision au sein du GT de décider finalement de ne pas faire évoluer la norme pour inclure ce nouveau besoin. C'est c'est une chose qui peut arriver. Ça arrive souvent ou c'est plutôt très rare? C'est plutôt rare. Non, non, c'est plutôt l'exception. La règle, c'est plutôt effectivement que le besoin souvent est partagé parce que finalement, tous les acteurs aboutissent au même besoin. Ça dépend des évolutions des services qui sont généralement partagés par le maîtrise d'ouvrage. Et donc, le besoin est souvent partagé entre les différents. Et puis le besoin, il arrive quasiment toujours d'un cas concret. Donc à partir de là, les autres industriels peuvent se rendre compte qu'ils vont peut-être tomber dans ce cas bientôt et donc participer. Et sur le témoignage, je crois que c'était vous, Laurent, sur le fait de parfois pas avoir sous la main l'acteur dont on a besoin. Comment ça se passe dans ce cas? Oui, donc dans des travaux que j'avais menés ces derniers temps, nous avons enfin, nous, les évolutions normatives que nous préparions avaient
un fort impact fonctionnel, en gros. Enfin, pour résumer, ce que nous faisions risquait d'entamer la possibilité de recharger certains tickets de transport. Et pour nous, enfin, on s'est rendu compte en GT que prendre la décision d'à quel point on impacte cette fonctionnalité, c'était pas à nous de le faire. Nous, on pouvait juste proposer différentes options avec différents degrés euh, de, de sécurité associés, on va dire, à ce sujet. Et, mais on a dû demander notamment au GART de contacter les autorités de transport pour qu'elles puissent nous faire parvoir leur retour, quel degré d'impact ils étaient prêts à accepter euh, dans ce cadre-là. Donc parfois, on est obligé de demander à des représentants externes parce que le, nous, on répond à une norme qui est utilisée après par certains acteurs. Mais si on pourrit la vie de certains acteurs parce qu'on fait quelque chose de pas correct, c'est pas utile, ça sert à rien. La norme, elle sera pas appliquée après. Je me dis, en vous écoutant, peut-être on aurait un besoin, ce serait utile que vous racontiez un exemple concret. Donc là, vous disiez, le besoin vient toujours d'un cas concret. Donc, ce serait quoi un exemple que vous avez eu en VT, voilà, de A à Z, quoi, quel besoin, enfin, quel cas concret a été exprimé en VT, et ensuite, à quoi ça a donné lieu. Enfin, je ne vous avais pas posé la question en préparation, donc j'espère que vous aurez des idées. Alors, moi, j'en ai une, mais je parle beaucoup. Alors, je sais pas si Sophie, par exemple, Alors moi, je suis un peu voilà, récente sur le groupe de travail, mais en tout cas sur la partie groupe de travail NETEX, tarif, on essaye en fait de modéliser assez simplement des cas d'usage de tarifs, de gamme tarifaire en fait, pour essayer de, comment dire, de trouver des cas à la fois en fait, en gros, le Netex tarif aujourd'hui, il est vraiment à son, enfin, il n'est pas encore très utilisé et on essaye à la fois avec des acteurs de la biéthique et des acteurs, voilà, qui travaillent sur le sujet des données, à partir de cas concrets comme nous, par exemple, je sais qu'on est plusieurs à avoir donné, notamment les régions. Et d'ailleurs, je reviens juste sur le fait que tout à l'heure, j'ai dit qu'on était minoritaire, mais en effet, il y a mes homologues de région Rhône-Alpes, Normandie et Grand Est qui ont aussi rejoint le GT7 en 2025. En fait, on a donné des gammes tarifaires de nos réseaux et l'idée, c'est vraiment d'essayer de réfléchir quels sont en gros, les tarifs qu'on doit modéliser parce que c'est les plus intéressants à modéliser. Donc là, on va prendre voilà, le tarif le plein tarif, et les carnets 10, voilà, on va dire, c'est les plus massifs, donc c'est ceux qu'on a intérêt à modéliser. Et après, voilà, on va un peu dans les cas, enfin, dans les spécificités des normes pour essayer voilà, d'identifier ce qui peut poser problème, si tout le monde comprend bien tous les termes enfin, de la norme en fonction des différents acteurs qui sont autour de la table. Et les cas un petit peu qui sont à la marge, qui vont poser problème, parce que après dans les tarifs, par exemple, il y a plein de cas un peu particuliers, dans deux zones, multizonales, enfin des choses comme ça. Donc, je ne peux pas le résumer en un cas très concret, mais globalement, c'est la modélisation à partir de nos gammes tarifaires dans le NETEX, enfin, tarif. Oui, c'est très clair, merci beaucoup. Euh, si vous avez un autre exemple, bah, Laurent, vous disiez, on le prend et puis ensuite on laissera un peu de place aux questions-réponses. alors moi, en exemple, je pense intéressant, c'est donc quand je suis arrivé au GT4, en fait, j'avais un sujet à présenter moi-même de format de données pour les cartes de transport. Savoir en fait comment on représente les données dans une carte une fois qu'on a lu une carte et comment est-ce qu'on pourrait trouver un sujet pour les échanger. Donc nous, en tant que société d'expertise, en fait, on a développé un outil de,
d'analyse de cartes. On a fait un peu notre format de notre côté et on s'est dit que ce serait utile si on pouvait standardiser ce format, parce que ça veut dire aussi que d'autres industriels pourraient nous passer leurs images cartes pour analyse, ou que nous, on puisse les fournir à d'autres s'ils veulent eux-mêmes faire leur analyse de leur côté. Euh, donc, je suis arrivé avec ma proposition. Et il s'est passé des choses intéressantes parce que, par exemple, ben, on a un collègue du GT4 qui finalement a un outil concurrent au nôtre qui s'est aussi approprié le sujet. Donc, on a travaillé tous les deux pour faire un peu le format. Et puis, il y a un autre industriel qui, lui, n'avait pas forcément ce genre d'outil-là, mais par contre, euh, produit des cartes de transport, euh, a trouvé le sujet intéressant parce que ça lui permettait d'avoir une image, enfin, de pouvoir représenter une carte à la sortie de l'usine d'un point de vue numérique. Donc, on a finalement deux concurrents, on va dire, sur des outils identiques et quelqu'un qui a complètement une autre utilité, qui ont eu l'occasion de collaborer pour créer ce format. Ce format n'a pas été encore entièrement normalisé, c'est un sujet qui est encore en cours, mais le, ça permet de voir que ben, quelqu'un arrive avec un sujet, puis il y a des acteurs complètement différents ou même concurrents qui collaborent euh, pour obtenir un résultat qui sera utile pour tout le monde. Parce qu'après, aujourd'hui, ça me permet, moi, quand j'ai besoin de faire une analyse de carte d'un industriel concurrent ou partenaire, ben, je peux lui demander de redonner cette carte sous ce format-là, qui est énorme et qui commence normalement à être connu et utilisé par pas mal d'industriels. Merci. Ouais, c'est vraiment un espace de mutualisation et de coopération qui est vraiment intéressant. Alors, je voyais une question. Il y a aussi les nôtres, celle de la FabMob, mais qu'on vous remettra dans le mail de suivi de ce webinaire. Il y avait une question de Pierre Gréau qui demandait s'il y avait un site ou un document qui présente de manière synthétique la feuille de route de chaque GT de la CN03 et leur état d'avancement. Et donc, Georges de la DGITM répondait que, a priori, non, en tout cas pas de façon publique. C'est l'un des enjeux, en effet, de ces processus de normalisation, et c'est pour ça qu'on essaye de lever le voile là-dessus, et notamment ce sera l'objet du prochain webinaire. Donc on aura en fait tous les pilotes des 5 GT qui sont actuellement en cours au sein de la CN03, ainsi que Emmanuel, Benoît, etc. Enfin, vraiment les experts, en fait, les représentants de tous ces processus qui seront là pour répondre, pour le coup, au côté fond, au côté contenu des actualités et perspectives de ces processus. Donc, c'est là qu'il faudra vraiment être pour se tenir au courant de ce qui se passe actuellement, ce qu'il faut anticiper pour les mois à venir sur ces côtés standards énormes. Alors, je laisse quelques voilà, secondes pour, si jamais quelqu'un veut lever la main dans la salle, et sinon, je lancerai un petit sondage Zoom. Comme ça, vous pourrez mettre vos questions dessus. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Non, alors on va penser que c'est très clair, tout ça. Je vous lance un petit sondage, voilà, à la fois d'évaluation, mais surtout, ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment de recueillir, récolter vos questions. Bon, nous, depuis de nombreuses années, on a pas mal d'idées, hein, des questions qui reviennent souvent, mais notamment en préparation du prochain webinaire, si vous avez des questions qui vous viennent, voilà, n'hésitez pas. Est-ce que tout le monde voit le sondage, d'ailleurs? Oui, c'est bon. Déjà des réponses. Voilà, donc vraiment, c'est la question 3 en fait, hein, qui est la plus intéressante pour nous. Quelle question pour vous reste vraiment en suspens? D'ailleurs, pour les participants aussi, hein, pour les intervenants aussi, n'hésitez pas à répondre. C'est des questions que vous aimeriez aborder lors du prochain webinaire. Voilà, le lien d'inscription est dans le chat. De toute façon, on va vous renvoyer avec le replay de cette vidéo un mail avec également les présentations et puis toutes les discussions qui ont eu lieu dans le chat. Tout élément intéressant qu'on peut vous donner, on le mettra dans ce mail. Il y aura également une page wiki qui sera disponible en accès libre. Voilà, je laisse encore quelques petites secondes pour avoir le plus possible de réponses au petit sondage.
Ah, il y a plein de réponses, c'est super. Beaucoup de gens très satisfaits du webinaire, donc c'est super pour nous. Voilà. En tout cas, le temps que chacun réponde à nos petits sondages, je voulais vraiment remercier chaleureusement à la fois Emmanuel de vous être rendu disponible. On sait que, je le disais, hein, ces personnes qui s'occupent de normalisation, vous avez un agenda très chargé. Donc merci également aux pilotes, aux différents responsables qui étaient là dans la salle pour répondre à nos questions. Et puis évidemment aux intervenants participants au GT d'avoir levé le voile sur la réalité de ces GT et aussi votre expertise technique et voilà, de voir un peu qu'est-ce que c'est votre quotidien dans ce domaine. Merci beaucoup à tous. Je vais pouvoir terminer là. Voilà. Merci tout le monde. Merci. Merci à tous. beaucoup. Merci pour Merci. l'invitation. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Merci. Bonne journée à tous.